Bien, écoutez, bonjour à toutes et tous et merci d'être à nouveau présents pour ce dernier rendez-vous de notre web-série dédiée à la transformation des ESAT, web-série qui a été ouverte le 29 avril dernier par plusieurs personnes, dont les deux partenaires de l'événement, à savoir l'Agence régionale de santé représentée par la directrice de l'autonomie Agnès Gerbeau et l'Association nationale des directeurs et cadres d'ESAT, Handicat, représentée par son président Didier Rambaud. Merci à tous les deux d'avoir été disponibles et à l'ouverture et à la fermeture, enfin, ce qui sera la fermeture de cette web-série. Avant d'arriver à la conclusion et après être passé par le contexte, les enjeux, les questions d'orientation, le regard que peut porter la recherche sur des concepts porteurs comme les organisations capacitantes et apprenantes, les questions de formation, les questions d'accompagnement à la vie sociale, on ne voulait pas clore ce webinaire sans aborder une question récurrente, problématique au sens de complexe, parfois problématique au sens de compliqué. Ça, les intervenants vont nous le dire. Du passage de l'ESAT à l'entreprise et possiblement l'inverse. Questions qui sont également liées aux images des ESAT. ESAT qui ne doivent pas être considérés comme de simples, entre guillemets, sous-traitants industriels, mais bien comme des entreprises sociales. ESAT qui accueillent des personnes en situation de handicap qui ne doivent pas être considérées comme des personnes incapables, mais comme des personnes dotées de compétences évolutives et qui, du coup, doivent venir nous questionner sur les passerelles qui doivent leur être ouvertes entre un univers de travail et un autre univers donc qui sont appelés à être complémentaires. Pour aborder ces questions, on a le plaisir d'accueillir trois intervenants aujourd'hui. Monsieur Laurent Buat, qui est chef d'atelier à l'ESAT de l'ACPEI dans la Marne et qui est également représentant du Club des entrepreneurs de Châlons-en-Champagne. Madame Véronique Kretz, qui est directrice d'ESAT à l'ARCEA et qui représentera le groupement des établissements de travail protégés et adaptés du Bas-Rhin. Et Madame Pagot, qui est accompagnatrice socio-professionnelle à l'ESAT de Ludre et à l'entreprise adaptée Vosges Entreprises, gérée par APF France Handicap. Merci à tous les trois d'avoir présent à l'invitation. On va commencer par vous, Monsieur Buat, pour aborder cette question de la façon dont les ESAT peuvent s'inscrire dans les réseaux d'entrepreneurs. Voilà, comment les ESAT peuvent-ils se rendre visibles dans ces réseaux? Quels leviers on peut trouver pour accompagner les entreprises dans une politique d'emploi des personnes en situation de handicap? Comment on peut les sensibiliser au handicap? Voilà, je vous donne la parole pour aborder ces points. Alors, merci. Bonjour tout le monde. Par rapport aux 3 points, il y en a 2 que je vais traiter en même temps. Donc, ce sera le second point et la sensibilisation. Parce que les outils, en fait, dans ces outils-là, il y a forcément une sensibilisation à apporter. Donc, du coup, je développerai que l'inscription des ESAT dans le réseau des entrepreneurs, et les leviers pour accompagner les entreprises dans une politique d'emploi. Je vais vous partager. Vous me direz si tout le monde, si c'est bon pour tout le monde. C'est tout bon. Bon. Donc, je me présente, donc Monsieur Buat, chef d'atelier à l'ESAT de l'île aux Bois de la CPEI depuis 7 ans. Une carrière auparavant industrielle de 11 ans dans la métallurgie, et je vous dirai pourquoi après je précise cela, on reviendra un peu dessus dans quelques minutes. Et donc, dans différents postes, donc maintenance, méthode d'industrialisation et dans le management. Donc, en introduction, il y a un parallèle qui est faisable donc, entre les produits et les services qui sont réalisés par des entreprises et les ESAT. C'est ce qu'on va appeler le triangle QCD, donc dans l'amélioration continue, on en parle souvent. Qualité, délai et coût. Forcément,
ça implique donc des actions qui sont la réactivité, l'efficience et l'agilité. Et ça peut être aussi transposé, que ce soit sur le côté on va dire accompagnement de nos travailleurs ou sur le côté des services et des produits. La qualité étant remplacée souvent par le bien-être, le coût forcément c'est le coût humain, et le délai c'est les temps d'apprentissage ou des cycles d'apprentissage. Donc pour cela, chaque on va dire sujet, donc qualité, coût, délai, sont impactés si l'un ou l'autre change. De ce fait, on est, comme je disais, donc dans le même concept en fait qu'une entreprise. Pour atteindre ces objectifs, il faut donc un accompagnement des travailleurs et des agents des actes, des moyens humains, techniques, des moyens surtout aussi adaptés, parce que forcément nous sommes dans des actes, de la formation, que ce soit de la formation de nos professionnels ou de la formation de nos agents ou de nos travailleurs, la bonne compréhension du besoin de nos clients et le contrôle. Forcément, il y a un contrôle à faire, donc, que ce soit des contrôles qualité ou des projets individuels ou des choses comme ça pour voir les efficiences. En fait, les deux sont vraiment transposables. Et enfin, créer donc une relation de confiance et de réactivité. Et la relation de confiance aussi est transposable entre nos travailleurs et les clients ou les donneurs d'ordre. Pour cela, donc, on a besoin aussi d'échanges d'informations avec les clients qui sont de plus en plus… on a besoin de mettre en place des échanges beaucoup plus importants avec nos clients. Et je dirais même que ça, au-delà du coût, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, l'image qualité, délai, on peut avoir une réactivité et une bonne qualité. Maintenant, le coût aujourd'hui peut être quand même explicable à nos clients à partir du moment où nous, on peut le justifier. À une époque, on était plutôt vu une chose qu'une entreprise ne voulait pas faire, l'ESAT le fera. Donc voilà. Hop. Donc souvent, les ESAT ont été connus ou sont connus par les entreprises par des activités principales, telles que les espaces verts, la sous-traitance, le ménage, la restauration, les blanchisseries. Et on va dire dans les moyennes et grandes villes, il y a un essor de ce qu'on appelle les activités de conciergerie, donc service de coursier, dans le repas, pressing et livraison de colis. Donc, il y a un point essentiel, c'est donc de connaître les besoins et les attentes du bassin industriel local, des besoins et des collectivités et de l'artisanat et de l'entrepreneuriat. Tout cela évolue dans le temps et permettra de faire donc des projections à court terme et à moyen et à long terme sur des futures activités ou des propositions d'accompagnement qu'on pourrait faire avec les entreprises. Cela permettant d'être un peu précurseur vis-à-vis d'eux et de aussi avoir la possibilité de choisir les activités qu'on peut faire. Parce qu'à une époque aussi, on pouvait subir des contrats de clients où on était imposé sur le prix, sur le délai, et on n'avait pas forcément non plus le choix sur le type de travaux qu'on pouvait effectuer. Pour les raisons que j'expliquais au-dessus, c'était quand souvent on était connu pour des choses, les choses que j'ai citées au-dessus, mais on n'était pas vu comme des experts ou avec des technicités développées. Et en fait, c'est des a priori qu'ont beaucoup d'entreprises. Et voilà, il faut travailler sur ces sujets-là. Ensuite, depuis très longtemps, depuis presque toujours, pour parler comme les entreprises, il y a une expertise commerciale des ESAT dans le B2B. Donc, le B2B, c'est business to business, qui veut dire qu'un ESAT produit une pièce ou un composant pour une entreprise. Et du coup, l'entreprise, elle, revendra un produit fini au client. Et le B2C, c'est business to consumer, ce qui signifie que l'ESAT est capable aussi de fabriquer des pièces ou des composants qui seront directement vendus à la clientèle finale. Donc, on peut retrouver donc des produits, ça peut être des produits locaux, certains ESAT produisent, font de la production propre, et aussi des services qui sont amenés à des clients finaux. Dans ce constat, donc, nous inscrivons dans un schéma de stratégie commerciale à part entière
et trouvons donc notre place au sein des clubs d'affaires. Donc, dans les 10 clubs d'affaires, moi j'englobe les clubs de dirigeants, les clubs d'entrepreneurs et les clubs un peu plus spécialisés commerciaux. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'un club? Donc, c'est un club de dirigeants qui regroupe plusieurs entrepreneurs autour d'un ou plusieurs objectifs afin de favoriser le développement possible d'affaires. Donc, il y a des rencontres régulières. Ces rencontres, elles permettent de donner confiance entre les membres par l'échange et le partage, permettent surtout de présenter en fait nos activités. Et cela, indirectement, permet d'échanger des carnets d'adresses au reste des entrepreneurs et permet donc de poser des bases pour construire une relation de confiance et d'entraide. Ce genre de réseau vous aide donc à limiter certaines dépenses, parce qu'il faut savoir que si on ne s'inscrit pas dans ce type de réseau, il y a l'accessibilité donc à des conférences. Ces conférences, elles vont être Ces conférences, elles vont être soit payantes, c'est-à-dire plein tarif, alors que quand vous êtes dans un club, vous avez les tarifs préférentiels. Et en même temps, dans ces conférences, vous avez l'opportunité donc de rencontrer des personnes. Ces personnes vont échanger des cartes et on imagine devoir rencontrer 5 ou 6 personnes sur une soirée qu'on aurait pu rencontrer en dehors d'un club. Vous rajoutez autant soit de déplacements, soit de repas ou dans la limite des dépenses. Il y a aussi donc l'effet de groupe. Ça permet aussi un développement de la motivation et de la complémentarité donc, du club et des échanges. Ça permet aussi de faire de l'échange de compétences et avoir aussi de nouvelles pistes de réflexion, que ce soit pour alimenter, on va dire, les pistes de réflexion donc, du club ou alors sur des projets d'un des membres du club. Ça permet de pouvoir l'éclairer et de aussi mettre en relation. Le membre d'un club donc, a une opportunité aussi, c'est donc de présenter la palette des métiers et la structure. Souvent, les membres autour, donc là, si on parle, là, je reviens plutôt sur les ESAT. Effectivement, les ESAT, pour l'instant, sont un peu en marge de tous ces clubs-là, mais commencent à s'inscrire de plus en plus. Et au moment où on arrive et qu'on fait la première présentation, donc on se présente nous, on présente l'établissement, le nombre au niveau associatif, et après, on arrive plus particulièrement sur les ESAT. Donc, les gens nous regardent en demandant un peu ce qu'est un ESAT. Pour eux, ça peut des fois être même péjoratif. Et on commence à donc développer l'offre de palette. Et je vous laisse imaginer quand on décrit, alors là, je ne parle pas que pour les ZAT de Châlons, mais une globalité des ZAT. Quand on commençait à dire maçonnerie, plomberie, menuiserie, horticulture, peinture, restauration, blanchisserie, maraîchage, travaux de la vigne, gestion des chambres d'hôtes ou de gîtes, création et entretien des espaces verts, organisateur de séminaires, service à la personne, sous-traitance industrielle, service de logistique et de livraison, expression scénique, musiciens et spectacles. Alors, imaginez avoir une dizaine ou 5 ou 6 de ces activités à chaque fois que vous vous présentez. Déjà, les gens commencent à avoir une autre écoute au sein des clubs en se disant je ne savais pas déjà que vous faisiez, je ne savais pas que vous faisiez toutes ces activités. Et après, on peut aussi retourner dans quelques a priori que je reviendrai dessus après. Donc, c'est aussi donc, fortement un outil de promotion aux membres, parce qu'effectivement, nous, en tant qu'ESAT, on ne peut pas forcément être dans tous les clubs, parce que ça demande quand même un temps humain et un temps financier, et un coût financier. Et l'avantage, c'est que beaucoup de membres industriels et dirigeants sont dans plusieurs clubs, ce qui permet que, par le bouche à oreille, il y a une continuité en fait, de la promotion de l'ESAT ou de nos activités qui vont perdurer. Et voilà, qui permet de diffuser donc, notre présence locale, aussi. Pour les actes, c'est aussi donc l'occasion de faire visiter des dirigeants, ce qu'on a un peu du mal aussi à faire. Des fois, on fait des journées portes ouvertes, mais on voit beaucoup de familles, beaucoup d'administrateurs ou des travailleurs, mais des fois, on a du mal à que nos clients et une grande majorité de nos clients ou industriels se déplacent. L'avantage dans ces clubs-là, c'est qu'on peut faire des soirées thématiques et donc inviter pour présenter en fait les actes ou la société, l'entreprise, ou le A, ou voilà, permettre de faire visiter soit tout l'ensemble des locaux ou une activité spécifique qu'on souhaite développer. Et ça aussi, je l'ai déjà redit, mais je le redis encore, ça permet de casser des a priori. Dans les a priori ou inquiétudes,
Donc, moi, ça fait à peu près 4 ans donc, que je suis dans les clubs et j'ai pris donc 2 ans la présidence du club, d'un des clubs de Châlons. Il y a des inquiétudes quand on commence à se présenter. Ces inquiétudes, en général, c'est vu la palette d'activités que vous faites tout, mais vous ne faites rien de bien. Alors ça, c'est assez simple à casser, puisque sur la majorité des palettes qui nous connaissent, donc espace vert, blanchisserie, ménage, on a des retours clients et eux ont ces retours-là de voir des ESAT travailler et à chaque fois, on a la chance d'avoir des retours qualitatifs qui sont plutôt très bons. Donc après, on a juste à les rassurer en disant que l'ensemble de nos clients donc, sont satisfaits. On réexplique le rôle des personnes au sein de l'ESAT, que ce n'est pas que des travailleurs en situation de handicap qu'on met comme ça, parce que pour eux, c'est un peu ça. Il y a toute une équipe derrière de pluridisciplinarité. Les activités donc, sont principalement accompagnées donc, par des personnes professionnelles des métiers et forcément, on les forme à l'accompagnement. Donc, ils sont embauchés souvent avec un diplôme professionnel de l'activité en question et dans un second temps, on essaye de réduire quand on peut, on forme assez rapidement les personnes qui arrivent. On a aussi en retour que vous êtes des concurrents directs, parce que du coup, ils nous voient y arriver comme un établissement médico-social pas très méchant, et puis après, ils voient qu'on fait exactement les mêmes activités, voire plusieurs activités, on peut être concurrent de plusieurs membres du même réseau. Du coup. Là, c'est pareil, il faut expliquer les choses et notre fonctionnement. On est donc forcément au niveau qualitatif et des coûts, on est semblable, mais on a forcément du délai, on explique à nos clients, si c'est de la maçonnerie, on n'a pas forcément des délais de réactivité qui vont être les mêmes pour fournir le chantier terminé au même temps que ça serait un professionnel. Si on a un peu de distance, on est sur des horaires de travail spécifiques, ça veut dire qu'on est moins sur du temps productif en chantier ou des choses comme ça, suivant nos activités. Et aussi, le fait de dire que on peut avoir un coût, si on le remet en coût individuel, un coût de travailleur qui est bas, mais en général, pour réaliser l'activité, on met plusieurs travailleurs. Et donc, du coup, le coût, au final, des fois, est sensiblement le même qu'une entreprise ordinaire. On a ça. Après, il y a une grosse méconnaissance du handicap. Et pour certains dirigeants, parce qu'on a dans ces clubs-là, c'est souvent des dirigeants ou des dirigeants commerciaux qui ils voient sur les chiffres que c'est intéressant de faire travailler un ESAT. Après, ils ne voient pas forcément le côté humain. Qu'est-ce que ça peut apporter à leur entreprise et nous, qu'est-ce que ça peut aussi nous apporter. Donc, il y a une méconnaissance du handicap. Donc, ça permet aussi d'expliquer les différents types de handicap pendant nos différentes rencontres. Et donc, de rassurer, parce qu'au final, ils disent oui, vous arrivez à faire quand même de l'autonomie. Certaines entreprises aujourd'hui ne savent pas qu'on peut mettre des travailleurs sortant des actes en autonomie dans une entreprise. Donc, des fois, ça fait un peu réfléchir. Et après, il y a aussi à faire, là c'est une inquiétude plutôt de l'ESAT vis-à-vis de certains clubs, il faut aussi faire attention, c'est que dans le choix du club, je reviendrai un peu sur les différents types de clubs qui existent, le choix du club peut être aussi important, parce qu'il y en a qui ont des objectifs de chiffre d'affaires. Ça veut dire que tout va être objectivé par rapport à des échanges de la vente, et nous, dans l'ESAT, ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc, il faut éviter ces clubs-là, sachant que les coûts de club, je reviendrai un petit peu plus tard, sont parfois sensiblement les mêmes aussi, mais des fois, il y a des clubs qui peuvent être beaucoup plus chers. Et si on se trompe de cible, on peut dépenser de l'argent et pas avoir les retombées qu'on pourrait attendre. Donc, les forces, par contre, de ce type de club, on a donc un accès direct aux décideurs, ce qui est plutôt compliqué quand on fait de la prospection, directe téléphonique ou en démarchage direct par un ESAT. Là, on a un accès aux décideurs, aux dirigeants et aux acheteurs. Il ne faut surtout pas oublier aussi qu'on a un accès au service comptable et que là, ça peut nous aider parce que autant sur le fond, souvent, les dirigeants sont d'accord de faire travailler un ESAT, mais ils ne sont pas forcément au courant de tout le côté bénéfique financier qu'ils peuvent avoir. Donc pour eux, ils vont tout de suite parler de coûts. Alors, je veux bien faire travailler un ESAT, mais ça va me coûter cher. Et le fait d'avoir le service comptable ou le service RH de ces sociétés dans ces clubs-là, eux vont développer les différents outils ou aides que la partie handicap peut apporter. Sachant que moi, pour notre part, au niveau de Châlons, on ne vend pas du handicap. Certains vont pouvoir le faire. Nous, on ne vend pas le handicap, on va vendre
comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est un coût, un délai et une heure activité avec une satisfaction client. Après, si en plus ça peut permettre d'avoir une compensation financière aux entreprises, tant mieux, mais ce n'est pas nous notre concept commercial de l'ESAT. Donc ensuite, il y a aussi le fait, donc, je parlais tout à l'heure, d'instaurer une confiance mutuelle avec certains membres grâce aux rencontres régulières. Il y a donc le développement du réseau professionnel. Alors quand j'entends réseau professionnel, on n'est plus dans le réseau d'entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on peut développer, nous, un carnet d'adresses et qui peut nous aider soit sur des projets, on va dire, physiques, hein, des projets associatifs, ou du projet de développement d'activité. Voilà. Donc, ensuite, on a donc de la mise en relation avec un maillage local. Et l'avantage dans ces clubs, c'est que la majorité des clubs sont sont très souvent, on va dire, locales, mais avec des institutions régionales et une couverture nationale. Si je prends l'exemple du club de Châlons que je présidais, les dirigeants commerciaux de France, on a donc des entités locales, il y en a à peu près une centaine, on va dire, en France, 2200 membres, et on est sous une coupole nationale, donc la Fédération nationale, qui permet qu'on ait un accès complet à tout à tout le réseau. En fait, on a un accès sur un serveur hébergé, et du coup, on rentre nos coordonnées en tant que dirigeant ou membre des clubs, et ça nous donne accès à tout un panel donc, de métiers ou de personnes avec les numéros de téléphone et les accès directs. Donc, quand vous multipliez ça sur 2200 membres, vrai, bah, ça peut être intéressant sur différents développements de projets. Ça nous permet aussi forcément d'avoir une veille technologique et commerciale des opportunités, donc que ce soit local ou régional. Oui. Ensuite, donc, ça permet aussi de mettre en relation des entreprises avec le pôle soutien et insertion sur les AT, puisqu'on a, on a la chance d'avoir dans beaucoup des AT ce type de pôle, dans les EA. Et aujourd'hui, encore beaucoup d'entreprises ne connaissent pas forcément l'ensemble, on va revenir après, des outils qui leur permettent de pouvoir faire accéder à des travailleurs handicapés des postes chez eux. Pardon, Monsieur Buat, désolé de vous interrompre. Je signale que votre PowerPoint ne défile pas et je me demande si c'est normal ou pas. On est encore sur la slide inscription des ESAT dans les réseaux d'entrepreneurs. Là, normalement, on est sur... Ah oui, d'accord, ça n'a pas déroulé. Voilà. Là, voilà les inquiétudes. Très bien. Voilà. On a parfaitement suivi votre propos. Je vais laisser, voilà, ça ne va pas défiler. Et après, les forces. Donc voilà. Selon donc, les réseaux, c'est pour ça que je me disais que ça ne bougeait pas là-haut. Donc, suivant les réseaux, on peut permettre donc, des temps avec des entraides entre les membres et pouvoir se former à des techniques commerciales ou techniques d'outils de vente, donc, ce qui peut être aussi intéressant pour rendre le côté professionnel, pour donner un côté professionnel en fait à la démarche commerciale d'un ESAT. Donc, en général, c'est sous le type d'une réunion thématique, des conférences ou des tables. Alors, ce qu'on appelle les tables, c'est on réunit des membres du club dans un restaurant et en général, on fait des invitations donc avec des clients et ces clients-là permettent aussi de faire le fameux maillage pour avoir des échanges pour du développement d'activité. Et enfin, ça permet de sensibiliser les dirigeants sur notre savoir-faire, notre savoir-être au niveau des ESAT et l'accompagnement à dimension humaine qu'on peut apporter, facilitant donc des négociations à venir. Comme je l'ai dit, il y a toujours le côté qui blesse un peu au niveau de nos contrats, c'est les coûts. Et le fait expliquer qu'il y a toute une équipe qui est derrière, qu'il y a la même qualité qui est attendue, que ce soit un ESAT ou une entreprise, et qu'on arrive à répondre. En général, la réactivité, c'est un point fort en fait, des ESAT. Cela permet aussi de justifier soit de définir nous-mêmes un coût ou de justifier une augmentation sur certains contrats. Et en parallèle, on explique aussi donc, que la force des ESAT, c'est la mixité des professionnels
que ce soit les professionnels techniques ou les professionnels médico-sociaux et paramédicaux, qui permettent donc une entraide et surtout un vivier de réflexion pour le développement et l'épanouissement des personnes en situation de handicap. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a donc parfois certaines structures subissent les contrats soit par des cadences ou soit par des montants qui sont définis par les entreprises. Par les échanges dans un réseau, on peut avoir la chance de trouver le décideur ou d'être mis en contact ou en relation avec le décideur de la fameuse société et de réexpliquer les choses. Et en général, on a rarement un retour négatif. C'est sûr, si vous demandez le double du prix, ça ne passera pas, mais en général, le fait d'expliquer et d'avoir les décideurs, ça permet d'adoucir un peu les bords. Donc, je le fais dans l'autre sens. Maintenant, je change la page avant pour être sûr. Donc, il y a différents types de réseaux. Dans les réseaux, donc, il y a les réseaux, on va appeler de jeunes, qui sont donc les centres de jeunes dirigeants. Pour cela, il faut avoir moins de 45 ans et on va être basé plus sur des échanges thématiques et de la formation, donc par des séances de groupe, sur un peu du coaching, formation. On retrouve les clubs de dirigeants, d'entrepreneurs. Donc, il y a deux types, au moins deux types. Et à faire attention sur les deux types, vous avez donc les master franchises, donc type BNI par exemple, qui vont être des master franchises. Donc, en fait, c'est une association, c'est une entreprise dans une association ou l'inverse, ce qui signifie que les personnes en fait, qui dirigent ont un intérêt que le business commercial se développe puisqu'ils touchent une partie. Et vous avez des associations loi 1901, donc comme par exemple les DCF, qui sont donc des associations qui sont gérées comme une association. C'est son avantage, ça veut dire qu'elle n'est pas sur du bénéfice. Il y a quand même des salariés qui sont derrière au niveau de la fédération. Et après, c'est que du bénévolat en fait, sur les associations régionales et locales. Donc ça, c'est les deux grosses différences. Globalement, on va dire, c'est ce que ces différents clubs peuvent apporter, c'est la même chose. C'est des réunions thématiques, des moments conviviaux, des rencontres interclubs, de l'entraide, du développement aussi possible du business par rapport à de la relation de confiance. Mais c'est là où il faut faire attention, c'est que forcément quand je dis ceux, c'est les associations qui sont forcément intéressées, donc qui vont avoir des objectifs financiers d'échange. Vous serez plus dans un club ce qu'on appelle business. Et si je prends par exemple les DCF pour bien connaître ce club, on serait plus sur de la mise en relation. Et cette mise en relation va permettre, mais en dehors du club, si tout se passe bien, de faire du business. Et ce n'est pas la prime abord du club de faire du business. Il y a des spécificités dans tous ces réseaux. Donc, là, je disais, donc, il y a DCF, BNI qui est assez connu au niveau national, Protéine qui est un club en développement depuis 2-3 ans et qui maintenant arrivé au niveau national aussi. Le CABC, donc Champagne-Ardenne Business Club, qui est plutôt rémois et on va dire, voilà, il réunit plutôt des dirigeants rémois et des grosses sociétés. Par contre, là, on est vraiment sur l'accessibilité au club et déjà, on verra. On voit un peu dans les coûts que j'ai mis en moyenne en bas, mais l'accessibilité au club fait aussi que vous ne rencontrez pas forcément les mêmes personnes suivant le montant que vous mettez dans le club. Dinabaye et Réseau Dynamique. Donc, Réseau Dynamique, c'est un réseau qui vient juste d'éclore au niveau de Reims depuis quelques mois et qui arrive sur Épernay, Châlons. Donc, c'est plutôt un réseau local, on va dire, Marnais, Champagne-Ardenne. Les spécificités dans les clubs, il y a tout intérêt à y être tôt, puisque beaucoup de clubs limitent le nombre de personnes, donc 1 à 2 personnes. Après, ça se comprend, hein, le but étant, plus vous allez en mettre, plus vous allez avoir de concurrents, donc plus vous allez casser l'effet dynamique du groupe et des membres. L'intérêt de l'ESAT, c'est qu'on rentre dans le secteur médico-social, on ne rentre pas en tant que peintre, donc il peut déjà y avoir 1 ou 2 peintres, et nous, on peut arriver sur le médico-social et permettre d'avoir des échanges quand même intéressants avec on va dire des entreprises similaires. Il y a donc un montant de cotisation annuel qui est aussi entre 400 et 1 500 euros suivant les clubs. Donc, je l'ai dit, souvent les clubs, on va dire plutôt, des clubs avec des échanges commerciaux sont plutôt dans les 1 000 euros. Vous allez avoir dans les 1 200, 1 500 euros des clubs où vous allez avoir ce qu'on appelle du première classe. Hein, ça veut dire que ça va être que des chefs de grosses entreprises, Bouygues, EDF,
télécom. Dedans, forcément, il y a des personnes invitées et des personnes on va dire, traditionnelles qui n'ont pas forcément le même nombre de salariés en dessous que les dirigeants d'EDF. Et après, donc, vous avez les clubs, on va dire, locaux qui sont plutôt dans les 400 à 600 euros. Après, je vais expliquer aussi le pourquoi de cette différence. Après, donc, il y a des obligations de présence. Pardon à nouveau de vous interrompre, M. Buat. Je vois que le temps file à une vitesse folle. Est-ce que Oui, je peux vous laisser arriver oui, au bout de votre ça va aller propos assez encore vite. sur 3-4 minutes, ça vous Ouais, va? c'est nickel. Merci à vous. Donc après, donc, on a les horaires et donc oui, je disais le temps de présence minimum, ça veut dire que soit on se fait représenter, soit on peut être sorti des clubs si on n'y est pas suffisamment présent, puisque le but et le dynamisme d'un club, c'est que les gens soient présents, forcément. Les horaires des rencontres, suivant les clubs, ça peut être avant le travail. Il y a des clubs qui commencent pour le BNI, par exemple, à 7 h du matin. Et vous avez donc les autres clubs, souvent, c'est pendant midi. Et, des fois, c'est 13-14 ou en soirée. Donc, vous avez aussi, dans certains clubs, les obligations de rencontrer des membres. Et vous avez donc des outils de promotion. C'est un outil de promotion, donc des contacts grâce aux visites, ce que je disais tout à l'heure. Et certains autres clubs, au niveau national, permettent aussi de mettre en lumière des clients. C'est-à-dire qu'il y a des concours qui sont mis en place, par exemple pour le DCF Award. On a un client qui a un bon rapport avec nous. On sait qu'il a développé son activité commerciale en flèche. On peut le nommer et remplir un dossier avec lui. Ce dossier aura des jurys et des commissions nationales, régionales et nationales, et ça permet de le mettre en valeur pendant 1 an. C'est des choses aussi que peuvent apporter les clubs. Et il y a donc la possibilité d'inviter des clients gratuitement. Hein. Vous avez un client, vous voulez partager avec lui un moment, ça peut être l'opportunité de l'inviter sur une réunion thématique. Après, donc, là, je vais aller plus vite parce que ça répond moins par rapport à l'ESAT. Il y a aussi les unions patronales où, en gros, on définit des lignes directives et les grands patrons vont les remonter aux instances publiques. Vous avez les réseaux sociaux. Donc, dans les réseaux sociaux, forcément, on va retrouver LinkedIn qui va être plus sur de l'emploi, de la veille technologique et du réseautage. Vous allez avoir Viadeo qui va être plus sur de l'emploi et de l'image de société, et Cora, qui est moins connu, mais pourtant qui est bien présent, qui sert à faire de la veille technologique, et c'est une plateforme d'échange de compétences et de savoir-faire. Et tout en bas, on retrouve donc des réseaux qui sont plutôt des réseaux commerciaux spécifiques au secteur ESAT-EA. Donc, on a le GESAT qui a plusieurs clés, plusieurs flèches à son arc, qui est un organisme de formation, qui fait des conférences thématiques et qui aussi fait des offres regroupées pour les grands groupes. C'est une vitrine nationale et ça nous permet de pouvoir répondre à plusieurs ESAT sur des appels d'offres qu'on ne pourrait pas forcément répondre seul. Et il y a aussi des plateformes qui se développent au fur et à mesure. Donc, il y en a quelques-unes dans certaines régions, donc en région parisienne. Vous avez donc Entraide et Isotonique dans les Alpes, Provence. Ouais. Et donc, du coup, ça, c'est un regroupement des ESAT, pas forcément de la même association. Donc, Entraide, oui, c'est une seule association qui a défini de mettre tous ces ESAT sous on va dire une entité commerciale. Et certains autres, c'est des ESAT différents qui se réunissent en groupement et qui permet un peu, comme le GESAT, de pouvoir répondre à des appels d'offres et surtout à étayer leur offre. C'est-à-dire qu'il y a des ESAT qui font par exemple pas d'espace vert. L'avantage du regroupement, c'est-à-dire qu'on peut, tout ESAT peut aller chercher du travail pour en gros l'autre ESAT qui fait partie du groupement. Et enfin, il y a les manifestations sportives qui sont aussi des lieux d'échange et possibilités de projets. Et voilà. Donc ensuite, je vais passer sur un petit temps de partage d'expérience. Donc là, je suis sur le deuxième volet, qui est plutôt pour faire la prémisse de l'accompagnement des entreprises dans une politique d'emploi. Donc j'avais une casquette plutôt industrielle dans un grand groupe. Et on a eu la chance, donc pendant à peu près 25 ans, d'avoir un travailleur qui était donc en CDI, on appelait donc CDI à temps partiel. Et donc, il faisait le matin sur l'entreprise et l'après-midi en accompagnement ESAT. Donc, en quelques lignes, il y a eu en fait des choses positives et négatives, on va dire des observations, on va dire négatives, mais voilà. Il y a eu des observations et des choses positives qui ont été vues, donc surtout vis-à-vis en fait de la visualisation des travailleurs du milieu ordinaire.
Donc, je prends l'exemple. Donc, c'est un travailleur d'ESAT. Il a été mis sur une machine-outil mécanique et automatisée. Donc, il y a un automatisme de l'époque, hein, de 1980. Donc, il coupait des tubes, il avait la gestion du nettoyage et il avait toute la responsabilité, que ce soit donc, de la production, du suivi technique de la maintenance et du nettoyage en même temps. Au fur et à mesure des années, on a vu forcément qu'il a fallu adapter le poste. Donc après, ils étaient plus tout seuls sur ce poste-là. Il était plus tout seul sur ce poste-là. Et après, il a commencé à avoir donc des absences pour cause maladie. Il y a eu des traitements à réajuster, donc ça faisait aussi des temps d'absence. Et encore, jusque-là, tout se passait sensiblement bien. Et au fur et à mesure des années, en fait, il est arrivé donc, sur du conditionnement de kit en interne chez nous, sur des travaux répétitifs, et à la fin, c'était plus que de la mise de joints sur ce qu'on appelle des manilles pour accrocher des radiateurs. Voilà. Pour accrocher des radiateurs. Et après, il faisait donc, du collage d'étiquettes pour différents kits. Donc, on a vu la régression. On était soutenu par une direction et un bon accompagnement de l'ESAT, ce qui a fait que la personne a été accompagnée dans l'entreprise jusqu'à la fin, donc à la retraite officielle. Et après, il est retourné en ESAT un petit peu, mais on va dire sa retraite d'entreprise. Et donc, voilà. Donc, dans les observations, j'ai fait un petit listing. Monsieur Buat, je suis désolé, mais pour que chacun ait un temps de parole, je vais vraiment vous demander d'arriver à la conclusion, s'il vous plaît. D'accord. Et donc, en gros, il y avait des choses intéressantes et des remarques désobligeantes que je ne vais pas toutes redire. En gros, je vais prendre que les choses qui peuvent être un peu des freins en fait pour les leviers. Donc, c'est le regard des salariés qui était mitigé, une non-connaissance du type du handicap par les salariés, certaines personnes qui trouvaient que la place qui était prise par ce travailleur n'était pas sa place et il prenait la place d'une personne comme eux. Il y avait une complexité dans les modifications techniques ou de planning. Dès qu'on changeait quelque chose sur la machine, on avait du mal que la personne, que notre travailleur handicapé accède en fait. Il y avait aussi dans les bonnes choses, donc il y avait le travail qualitatif et dans les moins bonnes choses, on avait surtout les mauvaises moqueries des autres travailleurs. Donc de là, en un seul slide, comme ça c'est très résumé, je vous mets l'ensemble des leviers qu'aujourd'hui, par rapport à cet historique et qu'on a pu avoir en entreprise par mon expérience et maintenant la connaissance par rapport à l'environnement ESAT. Donc il y a le pôle soutien et insertion, donc qui est forcément un levier pour les structures et pour les entreprises, par le biais de stages en entreprise, de bilan, par différents organismes. Ça peut être des stages directement gérés par l'ESAT ou des stages qui sont gérés envoyés par la NDPH pour faire du bilan. Il y a les organismes type CAP, donc Cap Emploi, et la permanence du JAR. Il y a du développement des entreprises d'intérim spécialisées dans le champ du handicap, qui est en train de bouleverser un peu le fonctionnement des boîtes d'intérim en France. Il y a la politique RSE, donc qui est pas très récente, 2013, mais avec un renforcement en 2019 par la loi Pacte, et qui permet donc de la rendre un peu plus incitative par rapport à l'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises. Il y a les ISO 26000 qui en découlent aussi, de la partie RSE, et qui imposent aussi une culture d'accompagnement et de comportement social pour donner des clés en fait, au niveau des grands groupes, c'est surtout dans les grands groupes. Et vous avez donc les systèmes de plateformes d'échange qui a été mis en place par rapport à cela. Au niveau des AGFIP, donc il y a l'OETH, qui est aussi une obligation des entreprises. Il y a les accords agréés qui sont un peu en relation avec l'OETH, parce que les accords agréés, en fait, c'est le fait au lieu d'embaucher des travailleurs en situation de handicap, vous pouvez préparer votre entreprise à les recevoir, que ce soit en termes d'adaptabilité, en termes de formation de vos salariés et des encadrants. Et le montant qui était normalement demandé pour l'OETH, du moment que vous mettez ce montant-là dans les accords agréés, vous permet pendant, je crois, quelques années, pendant quelques années, vous pouvez le faire. Après, vous êtes obligé quand même de prouver que vous avez vraiment mis en place on va dire, une démarche d'emploi dans le handicap. Mais donc, durant ces années, ça vous permet d'éviter de payer l'OETH, mais par contre, vous investissez le montant minimum, vous l'investissez dans une préparation à l'embauche. Et après, vous avez donc le PRIT, Plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, qui est un outil de promotion et d'aide à l'accompagnement.
et vous avez donc les formations et qualifications de nos travailleurs et des agents par le biais de différents compétents et d'autres organismes de formation. Et voilà. Très bien, merci Monsieur Buat, et désolé d'avoir été un peu pressant sur le temps, mais vous êtes nombreux à intervenir aujourd'hui, et il y en a même, c'est en l'espèce le cas du président d'Handicat qui ont des contraintes horaires qui nous obligent vraiment à tenir le timing. Donc sans transition, je vais donner la parole à Véronique Kretz, qui représente donc non seulement les ESAT de l'ARCEA, je le disais tout à l'heure, mais aussi le groupement d'établissements de travail protégés et adaptés du Bas-Rhin dans le 67. Merci à vous, Madame Kretz, d'être parmi nous. Je vous laisse donc nous présenter ce qu'est ce groupement, quelle est son utilité, qu'est-ce que ça permet en termes de mutualisation, puis en termes de promotion de notre problématique du jour, c'est-à-dire des passerelles entre ESAT et milieu ordinaire. Je vous cède la parole. Bonjour, merci de me laisser un temps d'intervention. Je vais essayer d'être concise et relativement synthétique, mais toutefois, je peux répondre aux interpellations, aux questions, aux questionnements. Donc, effectivement, l'intervention est centrée sur ce qu'est ce groupement GETP 67, donc des ESAT et des entreprises adaptées sur le territoire du Bas-Rhin, dans une visée en quoi cette organisation favorise-t-elle l'aller-retour entre nos structures ESAT et ou EA et les entreprises, le monde du travail de façon générale. Le GETP, cette organisation mutualisée, elle n'est pas toute jeune, puisqu'elle date de 1982. Elle a fonctionné sur des partages de pratiques, comme il en existe sans aucun doute un peu partout en France. Aujourd'hui, le GETP rassemble 25 associations. Ça, c'est aussi sous l'effet de la mutualisation des associations, avec 16 ESAT qui représentent plus de 1800 places pour travailleurs ESAT et 17 entreprises adaptées pour 550 postes. Je crois savoir qu'au niveau du Bas-Rhin, on est un des territoires qui est le plus doté en entreprises adaptées. Ceci explique le nombre de postes au niveau des EA. Est-ce que vous pourriez juste… Voilà, merci. Je vais juste essayer de réduire un peu ça, du coup. L'objet initial du GETP, c'était surtout la coordination de l'intervention, donc des fameux CAT membres, dans les réponses qu'ils apportaient aux besoins du marché. C'était très focus commerce. Finalement, l'intervenant précédent, M. Buat, parlait de club d'entreprise. En fait, c'est un petit peu dans cette lignée-là que le GETP a trouvé ses premiers fondements. Rapidement, cette mission a été complétée par une fonction d'échange de pratiques. Donc, ça, c'est dans tout ce qui est le développement des modalités d'accompagnement qui pouvaient commencer en tout cas à se développer au sein des différentes structures. Et bien sûr, une question aussi importante, c'était d'arriver à représenter l'ensemble des membres auprès des instances de tutelle, en sachant que cette représentation était bien focus sur les missions des structures et ne se substituait pas en aucun cas aux associations porteuses des différentes structures. Si vous voulez bien, merci beaucoup. À la faveur de la volonté des membres, l'organisation GETP s'est formalisée au travers d'une association en 2012. Et là, du coup, s'est renforcée autour de 4 missions principales. Et c'est là où cette organisation mutualisée apporte tout son sens et relaie auprès des différents membres, mais aussi auprès des différents interlocuteurs, qu'ils soient entreprises ou pas. La première mission est bien sûr la promotion du travail réalisé, des compétences des personnes en situation de handicap, et ceci de manière indifférente, que ce soit EA, ESAT. La question première est bien celle du travail réalisé et des compétences.
et pas la question de l'origine ou de l'affectation des personnes. La mission de représentation auprès des instances qui reste, parce que souvent dans la force auprès justement de partenaires entrepreneuriaux, c'est qu'ils ne souhaitent qu'un seul et unique interlocuteur, et à cet endroit-là, le GETP se fait relais auprès des différents adhérents. Est-ce qu'on peut avancer? Merci bien. À conserver toujours la mission de promotion commerciale, au sens où il est effectué une veille économique. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait un pendant assez proche de clubs d'entreprise, on peut à cet endroit-là se retrouver dans cet esprit-là. Le GTP apporte conseil et expertise à ces différents organismes afin de promouvoir l'activité commerciale, mais surtout l'élément le plus important, c'est celui de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, avec bien sûr le levier qui est celui d'expliciter ou en tout cas d'accompagner les entreprises à la mise en œuvre d'une démarche RSE et donc l'intégration du travail réalisé et l'embauche de personnes en situation de handicap. Le GTP a à cet endroit-là quelque chose de sécurisant, puisque dans l'échange, nous pouvons garantir, ça fait partie maintenant de la nouvelle circulaire, mais en tout cas, le droit au retour et par conséquent, la prise de risque pour les entreprises qui souhaitaient passer à l'embauche était par conséquent réduite. Voilà. Si vous voulez bien. Merci bien. Comme toute organisation mutualisée, l'intérêt est aussi dans l'échange des bonnes pratiques. Il ne s'agit pas de réinventer ce qui se passe bien ailleurs. Par contre, il s'agit de le partager un maximum pour que chacun et chacune d'entre nous soit plus efficace, plus efficient et que ça profite à l'ensemble des membres. Les échanges de pratiques se font autant sur les interventions sociales, c'est-à-dire les constructions de parcours, les trajectoires professionnelles, mais aussi des aspects tout à fait techniques sur des questions de réalisation de processus de production, aussi des pratiques managériales, parce que tout le monde et d'aucuns d'entre nous savent ô combien les gestions d'équipe sont complexes. Elles n'étaient pas simples hier et elles le sont encore moins simples aujourd'hui. Tout ça dans cette volonté d'arriver au mieux à accompagner la réalisation des parcours. Cette organisation, on peut passer la slide suivante. Cette organisation mutualisée, là où vraiment elle favorise la fluidité, c'est au niveau des parcours, déjà au sein même des différents ESAT, parce que avant l'emploi en entreprise ou en EA, il y a aussi la question de la mobilité au sein même des différents ESAT au travers des différentes associations. Il n'est pas toujours aussi aisé d'effectuer ces mobilités. Des organisations telles que le GETP est à cet endroit-là facilitateur. Les embauches en EA au sein même ou par le biais de cette organisation sont aussi facilitées parce que toutes les associations n'ont pas au sein de leur panier ou de leur panel à la fois des ESAT et des EA. La vraie force première quand on sonde un petit peu nos interlocuteurs, c'est le fait d'avoir un seul interlocuteur, souvent des interlocutrices uniques, parce que ça simplifie les relations. Enfin, une entreprise ou un organisme tout le monde est aujourd'hui très contraint par le temps, par une multitude de tâches et par conséquent, d'avoir un seul interlocuteur qui décrypte et qui organise la mise en relation, c'est aujourd'hui un élément différenciant fort, d'autant que notre secteur, pour les non-initiés, n'est pas toujours simple à décoder. La proposition mutualisée se fait aussi sur le panel des activités qu'on
qu'on est du coup, quand je dis on, c'est l'ensemble des ESAT, des EA, en capacité de proposer et aussi l'ensemble des compétences métiers qu'on peut développer à l'intention des travailleurs en situation de handicap. La professionnalisation des personnes peut se faire avec des parcours jalonnés dans différentes structures, quand bien même un travailleur reste dans les effectifs d'un seul ESAT, enfin de son unique ESAT d'origine. Est-ce qu'on peut, du coup, merci beaucoup. Le GETP, certes, interlocuteur unique facilitateur dans les mises en relation sur la dimension économique, mais aussi sur la dimension des évolutions, des accompagnements. Enfin, aujourd'hui, le GETP est sollicité sur des questions d'évaluation de compétences, notamment au sein de différentes commissions de la MDPH. Notamment quand il s'agit d'interroger, quand il y a des questionnements autour de situations complexes, le GTP est sollicité à la construction d'une réponse ou d'une solution, et ça c'est dans la visée bien sûr du zéro sans solution. On peut... Merci. J'indiquais tout à l'heure que le GTP était relais dans la mise en œuvre de la politique RSE, mais il est aussi encore et toujours facilitateur dans les échanges qu'il peut avoir avec les acheteurs ou les personnes en responsabilité sur ces questions d'achat, parce que souvent la question de l'avantage où mon collègue disait tout à l'heure, l'avantage ou la contribution au ETH, c'est une question qui est malheureusement encore trop souvent entre les mains de DRH ou de référents handicap, et le lien n'est pas d'une évidence avec les personnes en charge des achats. Mais au-delà de refaire le lien sur les avantages à travailler avec le secteur du handicap, pour les acheteurs, c'est aussi de faire tomber un certain nombre de préjugés, parce qu'on en est encore malheureusement encore là de l'accessibilité de certaines activités ou de certains niveaux de technicité qui sont aujourd'hui mis en œuvre au sein de nos structures. Là où l'organisation mutualisée est aussi relais, c'est dans cette mise en œuvre de cette politique RSE, c'est sur les relais dans l'organisation de journées d'action solidaire, par exemple. Je pense là à des fondations de type Leroy Merlin, par exemple, qui est un des partenaires, mais aussi le relais sur la réalisation de mécénat de compétences. C'est une dimension qui est trop peu sollicitée et qui est pourtant fort intéressante pour nos structures où on manque souvent de compétences techniques, notamment pour, par exemple, la réalisation de démarches qualité, notamment. Est-ce qu'on peut passer? Merci beaucoup. Aujourd'hui, dans les objectifs de tendre vers toujours plus d'inclusif, l'objectif que s'est donné le GETP, c'est d'arriver à développer de réels partenariats RH et de s'engager avec ces derniers, notamment avec les partenaires entreprises, sur les questions que j'ai qualifiées de façon un peu ambitieuse d'innovation sociale. Et là, je fais le lien avec la présentation qui a été faite au sein même de ce webinaire sur les organisations capacités. Nous avons des méthodes que nous formalisons
insuffisamment, mais sur lesquels on peut s'appuyer pour enrichir nos partenaires clients ou entreprises sur l'intégration de personnes en situation de handicap au sein de leurs effectifs. On a cette expertise de la connaissance, de l'adaptation, pas que l'adaptation physique des postes de travail, parce que celle-ci, c'est finalement la moins complexe, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas toujours simple, mais de l'adaptation, des adaptations qui permettent l'accès au travail ou l'intégration dans les organisations entreprises de travailleurs en situation de handicap. Aujourd'hui, l'altérité de nos organisations est, à notre sens, source d'inspiration pour des organisations d'entreprises qui se donnent aujourd'hui, qui se font fortes aujourd'hui en tout cas, de développer de vrais projets d'entreprise avec des valeurs, puisque toutes les organisations entreprises sont, en tout cas beaucoup d'organisations entreprises, sont en questionnement par rapport aux questions RH sur qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence, pourquoi est-ce qu'un salarié va choisir de venir travailler chez moi. Aujourd'hui, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la question du projet et du sens qui est donné, qui devient un déterminant fort. Et c'est sur ces questions-là que les partenariats avec des ESAT, des EA, en tout cas les acteurs du travail à destination de personnes en situation de handicap est un élément qui peut être tout à fait valorisant et différenciant de manière très forte. Si vous voulez bien. Donc, tout ça pour finalement arriver à la conclusion et qui est un constat partagé au sein du GETP, à la fois au niveau des ESAT, mais aussi des EA, que c'est bien nos différences qui aujourd'hui font nos forces, en tout cas notre force, et c'est bien ces différences qui vont nous permettre d'aller vers les autres organisations sur ces questions d'inclusion des travailleurs, mais pas que sur la question du travail, mais bien sur l'ensemble des dimensions de la vie sociale. Voilà, moi j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Bien, c'est nous. La parole. C'est nous qui vous remercions beaucoup, Madame Kretz, pour votre intervention. Écoutez, on va désormais donner la parole à notre troisième intervenante, Madame Pagot. Madame Pagot, vous êtes donc accompagnatrice socio-professionnelle à l'ESAT de Ludre et à l'entreprise adaptée par l'APF, et on vous laisse nous présenter la dynamique de ces établissements sur la des allers-retours en milieu ordinaire spécialisé. Bonjour, moi j'ai remplacé au pied levé l'adjoint de direction qui vient d'être papa. Donc voilà. S'il m'a fait confiance aujourd'hui pour ce webinaire, c'est qu'il sait que je suis engagée depuis très longtemps auprès des personnes en situation de handicap via l'ESAT. J'ai été 14 ans, j'ai travaillé 14 ans à l'ADAPI dans une activité de restauration cuisine collective et self. J'ai été aussi déléguée mandataire judiciaire et aujourd'hui, je partage mon temps entre l'entreprise adaptée et l'ESAT, ce qui me permet aussi en fait justement d'apporter une démarche professionnalisante, parce qu'on sait qu'aujourd'hui en fait les ESAT vont être, il y a une véritable transformation. Moi ça fait 20 ans que je suis en ESAT, mais aujourd'hui je vis aussi ces transformations en tant que professionnelle. Aujourd'hui, sur nos pratiques, je vais être vraiment sur cette forme d'accompagnement. Je vais être moins dans des discours plutôt global. Moi, aujourd'hui, toute personne a une compétence. Voilà, c'est une conclusion aujourd'hui que j'apporte quand je suis arrivée à l'ESAT. J'avais déjà ce regard d'entreprise adaptée où il a fallu acculturer toutes les entreprises. Moi, je suis dans un dispositif qui s'appelle le CDD Tremplin. Donc, cette dynamique-là, il a fallu aussi l'instaurer auprès des professionnels de l'entreprise adaptée, mais aussi au niveau des entreprises. Et donc, j'ai créé cette dynamique à l'ESAT.
Ce qui m'a permis aussi d'ouvrir le champ des possibles auprès des travailleurs qui se disaient, une orientation ESAT, pour eux, c'était habitas aeternam. Hein, et aujourd'hui, on se rend bien compte que finalement, ils ont plein de compétences et qu'on peut leur apporter autre chose. Donc, on a commencé à professionnaliser notre accompagnement. Entre guillemets, on a créé des fiches de poste qui nous permettent aujourd'hui de mettre en lumière les compétences transversales. Une personne, elle arrive au travail, elle a des compétences qui peuvent être en fait transposables dans des entreprises. Et nous, on est révélateurs de talent. On est, en tant que professionnel, on doit se donner cette mission d'être révélateur de talent et de se dire qu'aujourd'hui, on a tout ce sens à donner. C'est qu'aujourd'hui, on leur donne la possibilité de dire on fait partie de l'entreprise, on n'est pas là donc, que dans un accompagnement médico-social, on crée une dynamique d'emploi. Voilà. Donc, on a en fait l'entreprise adaptée à l'UDRE a financé en fait un outil qui s'appelle PTH, c'est Progression Travail Auto-Évaluation Handicap, qu'on a aussi mis dans la dynamique de l'ESAT, voilà, qui nous permet de créer des fiches de poste, qui nous permet d'évaluer les personnes de manière factuelle sur leurs capacités et de mettre des actions de formation en place. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de leur montrer que leur travail a de la valeur. Ça, c'est hyper important. Je vais vous parler d'une situation bien particulière de personnes en entreprise parce qu'aujourd'hui, dans notre établissement, il y a 30 ETP. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui en milieu ordinaire, qui travaillent en milieu ordinaire, qui ont multiplié les démarches en fait, de PMSMP, de stage, voilà, de possibilités d'aller voir ce qui se passe en milieu ordinaire. Et l'idée, c'est vraiment de leur ouvrir en fait, les portes justement de cette dynamique. Donc, cette personne, en fait, on a commencé par un accompagnement progressif. On a expliqué à l'entreprise aussi aujourd'hui qu'on pouvait leur apporter des solutions RH. Là où, en fait, ils n'arrivaient pas à apporter une solution, nous, on a cette possibilité. D'innovation sociale, hein, je reprends les termes de Véronique, et d'acculturer aussi l'entreprise et les collaborateurs en fait, à une démarche fédératrice en entreprise autour de la personne. Voilà, donc on amène un peu tout le monde dans cette démarche-là. Et aussi aux personnes de pouvoir essayer, parce que c'est ça aussi la possibilité, c'est d'essayer aussi le milieu ordinaire et autre chose que ce qu'ils peuvent avoir comme compétences au niveau de l'entreprise. On a pu se rendre compte que dans cette personne qui a intégré une entreprise en milieu ordinaire, aujourd'hui, hein, il est dans un dispositif d'emploi accompagné. Nous, on est là aussi pour faire des études de poste, pour améliorer ce qui va pas. L'entreprise est rassurée parce que nous, derrière, il y a une relation tripartite, donc on est là aussi pour assurer aussi une bonne intégration. L'entreprise est hyper contente, on a la possibilité d'y aller assez régulièrement. Et donc, on a pu aussi mettre des solutions de formation en place autour des manques pour intégrer un poste complètement. Et aujourd'hui, c'est une personne qui a commencé une journée par semaine, qui a évolué sur 2 jours par semaine. Et aujourd'hui, il est à temps complet. Et on espère que la sortie va se faire très, très bientôt sur une embauche possible de la personne. Mais voilà, pour vous dire effectivement que l'entreprise, elle est effectivement volontaire, elle est dans une démarche de RSE, elle est en fait complètement fédératrice autour de la personne. On a aussi besoin de ces relais-là hein, quand il y a une personne qui est en milieu ordinaire. On crée une relation de confiance avec le client. Voilà, nous, on est là aussi en support en disant, voilà, il faut absolument qu'on puisse travailler ensemble sur le développement des compétences. Donc, tous les collaborateurs on amène tous les collaborateurs autour de la personne. Et c'est une passerelle, en fait, un univers qui n'était pas abordé avant, en ESAT. Donc, aujourd'hui, moi, ça me ravit parce que ces compétences transversales, elles redonnent en fait une vraie valeur aux personnes qui étaient en fait figées sur les actes. Aujourd'hui, elles se sentent plus épanouies. Donc, il y a aussi un épanouissement de la personne. Et ça crée une émulation au niveau des ateliers parce que finalement,
tout le monde veut aller faire des stages. Aujourd'hui, on a la même problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus assez de personnes dans l'atelier pour travailler. Mais voilà, ça reste dans une bonne dynamique. Alors, effectivement, on est un élément essentiel, moi, je pense, du tissu local. On a énormément de choses à apporter. Alors, on parlait de clubs. Moi, je fais partie de FAS, hein, c'est Fondation Agir contre l'exclusion avec l'entreprise adaptée. Je suis chargée de développement partenarial aussi pour l'entreprise adaptée. Mais je sais qu'effectivement, les entreprises, elles ignorent en fait toutes les compétences qu'on peut leur apporter. Donc, nous, on est là, les travailleurs sociaux et les personnes qui sont aussi sur le terrain, on est là aussi pour montrer qu'on est capable d'être professionnel, qu'on est capable d'apporter des outils, des livrables. Hein, le PTH, c'est vraiment un livrable. On va faire des études de poste. On va pouvoir donner un livrable aux personnes. Voilà, donc ça reste, on reste dans une dimension, finalement, on amène une dynamique d'entreprise aussi à l'ESAT aujourd'hui et je trouve que ça a du bon. Alors après, bien sûr, on ne va pas amener tout le monde en milieu ordinaire, mais on leur laisse la possibilité, le champ des possibles, de pouvoir aller tester des compétences. Et le fait de pouvoir travailler en ESAT et avec une passerelle déjà à l'entreprise adaptée, ça amène déjà aussi du sens, quoi. Voilà. Pour moi, ma conclusion, elle est là. Je ne peux pas vous dire mieux, mais voilà. Je suis quelqu'un de terrain qui est convaincu de ce que je fais et je suis vraiment dans mon cœur de métier. Voilà, aujourd'hui, j'ai 47 accompagnements. J'adore ce que je fais. J'adore en fait toutes les solutions possibles qu'on peut apporter au sein de nos activités. Donc, voilà. Et le travail de fond, c'est d'aller convaincre les entreprises de nous faire confiance et de se dire qu'on n'est pas des établissements médico-sociaux comme tout le monde. On a plein de potentiel dans nos ateliers et voilà, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup, Madame Pagot, pour le fond de votre propos, mais la forme aussi. Vous avez une énergie communicative et dans le contexte actuel de l'emploi du secteur médico-social, ça fait beaucoup de bien d'entendre des gens qui sont fiers de leur métier et qui y croient encore. Merci à vous de nous aider à garder le sens dans tout ça. Bah, aidez-nous, hein, toujours. Hein, voilà, à vous en tant que… Voilà. Aidez-nous. Quelques questions courtes, réponses courtes, s'il vous plaît. La première est adressée à Madame Kretz. Est-ce que le GETP, Madame Kretz, dispose de permanents? Je ne sais pas si vous êtes encore là ou pas. Parce qu'elle était par ailleurs en séminaire. Voilà, c'est bon. C'est bon. Du coup, c'était juste le temps que je me reconnecte. Alors, le GTP n'a pas de permanent. Un des permanents, c'est sa présidente. Très bien. Donc, il a des permanents bénévoles. Donc. Voilà, c'est ça. On est, en fait, c'est l'ensemble des membres et plus particulièrement le conseil, les membres du conseil d'administration qui sont au nombre de, on est un gros conseil d'administration, 12, avec un partage entre les EA, les postes EA et les postes ESAT. Nous avons chacun un petit peu nos spécificités. Mais il est vrai que, comme dans toutes les organisations, ça a ses limites. Très bien, merci à vous. La deuxième question s'adressait également à vous, Madame Kretz. Une demande de précision sur le rôle d'interlocuteur unique du GETP. Quand il y a d'assez nombreux adhérents, mais un seul interlocuteur, comment matériellement ça se passe? Donc, est-ce que le GETP devient finalement le guichet unique qui redistribue vers les ESAT ou est-ce que ça se passe autrement? Le GETP fait office de guichet unique, ne serait-ce déjà qu'au travers de son site internet, qui est une porte d'entrée unique. Et ensuite, ça redispatche pour partie, en tout cas quand ça passe par le site, sur les potentiels membres concernés. Le GETP peut aussi, à un moment donné, il y a aussi des contractualisations sous forme de co-traitance, ce type de choses qui peuvent aussi s'organiser. Tout est possible. Parfait, merci beaucoup. Les questions suivantes s'adressent à Madame Pagot.
un ou une, puisque c'est Camille, donc ça peut être monsieur ou madame, je ne saurais pas, vous demande comment vous faites en termes de moyens humains pour être sur tous les types d'accompagnement, ESAT hors les murs, présence en atelier, présence sur de l'accompagnement en entreprise, mise à dispo, supervision d'équipes autonomes avec en parallèle une augmentation des effectifs physiques du fait d'une multiplication des temps partiels et un maintien des effectifs d'encadrants. Bref, comment quadraturez-vous le cercle? Voilà, effectivement, il faut en fait quel sens on va donner à nos missions. Voilà, c'est surtout ça, je pense. Voilà, il faut un équilibre effectivement entre nos activités. Moi, je suis accompagnatrice socio-pro, donc il faut aussi que je me confronte à une certaine réalité de production, hein, surtout en entreprise adaptée. Hein, quand je mets des gens en atelier, qu'il faut que je les ramène, enfin que voilà, il y a une belle sortie positive. Du coup, il faut être toujours très. On est dans cet équilibre-là hein, de gestion de temps et gestion de production. Écoutez, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe autour de cette dynamique fédératrice. J'ai envie de dire. Alors, les moniteurs n'hésitent pas forcément à aller donner un coup de main quand il y a de la production qui déborde. Hein, voilà. Nous, en tout cas, aujourd'hui, on priorise en fait le projet de la personne. Voilà, on priorise le projet de la personne. On crée forcément un planning. Hein, il faut qu'on puisse caler des dates. Hein, voilà. Mais c'est une question d'organisation et de gestion. Hein. Il n'y a pas d'impossibilité, il y a juste le champ des possibles. Hein. Voilà, il faut juste s'organiser, trouver des solutions RH, hein, entre guillemets, comme dans toutes les entreprises, hein, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, demain, vous avez une problématique, quelqu'un qui se met en arrêt de travail. Moi, j'ai des gens en entreprise et il faut que je trouve des solutions RH très rapidement pour remplacer la personne. L'entreprise nous fait confiance dans le recrutement. Donc, nous, derrière, on va essayer de trouver des personnes. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi sur la multiplication des compétences. Le fait de travailler sur une évaluation des postes et tout ça, c'est de se dire, demain, en fait, il faut qu'on puisse connaître ce que toutes les personnes sont capables de faire sur l'atelier. Donc, c'est important, en fait, de travailler sur le changement de poste, déjà parce que c'est moins monotone, et puis de travailler sur la gestion des compétences. Voilà. Très bien, merci. La dernière question s'adresse à vous également, Madame Pagot. Est-ce que vous pouvez préciser quel outil vous utilisez pour conventionner avec les entreprises pour la mise en stage des travailleurs? S'agit-il d'une convention interne ou d'une PMSP? Alors, ça dépend dans quel contexte ils sont. Ouais, ça dépend dans quel contexte ils sont. Si c'est des personnes qui sont aujourd'hui dans nos ateliers en contrat d'aide et de soutien, on met une convention en place qui a été validée par nos services RH national, APF France Handicap. Hein, voilà. Aujourd'hui, en plus, on est, comme c'est quelque chose de nouveau, hein, les accompagnements sociaux pro en ESAT, on est aussi en train de travailler en fait sur des outils communs. Moi, je travaille sur un groupe national sur créer le poste de CIP. Voilà, de conseiller en insertion professionnelle. Et l'idée, c'est de créer des outils communs, donc sur des grilles d'évaluation, on partage nos idées, nos outils. Et aussi, en fait, on a créé une convention qui permet aussi de pouvoir mettre rapidement des personnes en stage. Après, si elles viennent, qu'il y a une orientation MDPH, on sait. Aujourd'hui, on n'est pas prescripteur. Moi, je serais prescripteur. Ce serait beaucoup plus facile. Si on doit passer par la MDPH, tout ça, c'est pas que je veux pas passer par la MDPH, mais du coup, aujourd'hui, on n'a pas ce relais-là encore de pouvoir mettre des PMSMP en place rapidement. Donc, on a créé une convention. Voilà. Très bien. Merci à vous, Madame Pagot et Madame Kretz, pour ces précisions. Merci aussi à Monsieur Buat, qui a eu la gentillesse de répondre direct à une question qui lui était adressée, précise sur le parcours du travailleur en ESAT. Et Didier, je t'avais dit 15h15. Je pense qu'on ne peut pas être plus précis sur le timing. Donc, je propose de te donner la parole dans la mesure où le protocole veut également qu'on ne parle pas après l'État. Et ça sera donc Madame Gerbeau qui aura le dernier mot. Tout à fait, tout à fait. Je te remercie, mais on est rompu à ce genre de protocole. Tout à fait, l'État parle toujours en dernier. Donc, je vais avoir la chance de parler juste avant. Donc, sur l'avenir, un peu l'avenir suite à ce plan de transformation de l'offre des ESAT. Je commencerai par réaffirmer le préambule, rappeler le préambule qui est dans ce plan de transformation qui précise que le gouvernement réaffirme le soutien, c'est marqué en gras, au modèle des ESAT, acteurs médico-sociaux, dont le rôle est reconnu.
on est très content. On est très content de l'apprendre. Donc, on ne peut que soutenir, encore une fois, ce plan de transformation qui sécurise et nous relégitimise en quelque sorte. Parce que je dirais qu'il faut quand même connaître le passé pour comprendre le présent et essayer d'envisager, d'éclairer l'avenir. Le passé récent, mais je ne vais pas en faire des tonnes, c'était ma première intervention, on a quand même été considérablement remis en cause, voire même des tentatives de supprimer, et d'ailleurs ça existe encore, j'y reviens plus tard, le secteur protégé. À la fois pour une conception extrêmement réductrice de l'inclusion, en limitant l'inclusion au milieu ordinaire. On a même une ministre qui disait que le milieu ordinaire doit être la langue pour tous. Donc voilà, en dehors du milieu ordinaire, on ne devait pas exister. Et puis le deuxième écueil très important, et qui n'est pas terminé non plus, j'y reviendrai dans mon propos, qui est la politique de désinstitutionnalisation. Hein, donc de montrer du doigt les institutions. J'y reviendrai, ça c'est plus politique, c'est dans le cadre de la Convention des Nations Unies hein, sur la politique des personnes handicapées. Bon, donc on a été correctement remis en cause. Il a fallu deux choses pour que, enfin, on arrive à ce plan de transformation. La première, c'est le rapport IGAS, hein, qui est une référence. J'y reviens, mais je ne vais pas le développer naturellement. Hein, j'invite tout le monde au moins à lire les conclusions, elles sont très importantes. On rappelle nos web congressistes que ces développements que tu avais pu faire lors de la première intervention, on peut les retrouver en replay sur la chaîne YouTube du CREAI. Donc, voilà, c'est ça. Donc, très bien. Donc, ce rapport IGAS d'octobre 2019. Et puis, la deuxième chose, c'est la pression continue des grandes fédérations, des grandes associations, handicap en tête, hein, pour défendre le secteur protégé. La crise Covid est passée par là. On a perdu l'année 2020 à cause de la crise où la crise a eu bon dos pour qu'on avance plus aux négociations. Et finalement, tout a redémarré début 2021 pour aboutir au mois de juillet, je crois, fin mois de mai, hein, à ce fameux plan de transformation des ESAT. Donc, encore une fois, on y souscrit, mais je veux dire, ce n'est pas une fin en soi, hein, c'est simplement, encore une fois, une relégitimation qui est très importante. Tout de suite après, quand on dit que notre secteur est reconnu, il est précisé un enjeu, impulser une nouvelle dynamique aux ESAT. Alors là, ça fait un petit peu sourire, comme si on attendait d'avoir un plan de transformation pour que les ESAT se transforment. Moi, je rappellerai que la transformation des ESAT, le fait d'anticiper en permanence les changements et de s'adapter, c'est l'ADN même des ESAT. Donc, ce n'est pas le plan de transformation qui va transformer les ESAT. Les ESAT se transforment en permanence, c'est quelque chose de sémantique. On a de toute façon deux choses qui sont absolument permanentes dans nos transformations. C'est l'évolution de nos publics, qui n'arrêtent pas de bouger, qui poussent sans cesse, qui nous obligent à nous adapter. Je rappellerai qu'aujourd'hui, on a dans les ESAT en France à peu près 30% d'handicapés psychiques, qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années, puisque c'est la loi de 2005 hein, qui a reconnu enfin le handicap psychique. On a de plus en plus aussi une population qu'on accueille aujourd'hui, qui représente 5 à 10%, difficile à chiffrer, qui est plutôt un public en voie de paupérisation, de désaffiliation sociale, issu de la crise, on l'a déjà oublié, celle-là de 2008-2018. Je rappelle que le rapport IGAS a érigé les ESAT en bouclier social. Et puis, on n'en parle pas non plus beaucoup, mais c'est tous les éjectés du milieu ordinaire. Je crois qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de personnes qui viennent du milieu ordinaire dans les ESAT que de personnes des ESAT qui vont vers le milieu ordinaire. Ça, ce sont des réalités et ce sont des chiffres aussi qui grossissent, puisque de plus en plus de personnes ne supportent plus une cadence, un rythme, et des gens qui font des burn-over. Il y en a vraiment de plus en plus. Donc, une adaptation en permanence, là aussi, c'est une transformation des actes, des pratiques professionnelles, des postures pour accompagner ces nouveaux publics. En plus, faire cohabiter des publics qui cohabitent mal ensemble. Les publics handicapés psy et le public handicapé mentaux sont des publics qui ne vont pas bien ensemble. Les premiers handicapés psy disant « mais nous, on n'est pas comme eux, on n'est pas fous », et je n'exagère pas dans mes propos, et second disant « mais quelles sont ces personnes qui arrivent, qui ne respectent rien, qui crient fort », voire même qui le mettent en cause. Donc ça, c'est en termes de transformation, c'est une transformation permanente avec l'augmentation des compétences, des attentes sont différentes, et c'est un mouvement qui est totalement irrémédiable. Une autre évolution, et M. Buat en a parlé abondamment, donc je ne vais pas m'étendre, c'est l'évolution économique. Aujourd'hui, les sous-traitants sont complètement disparus. J'entendais parler tout à l'heure M. Buat qui parlait d'activités en B2B, mais aujourd'hui, c'est la règle dans une grande majorité des ESAT, c'est-à-dire d'avoir des activités de prestation de services et de production propre, où on travaille directement avec le client final. La relation avec l'entreprise, comme passage obligé vers le monde du travail, tend à disparaître, et tant mieux. La plupart des ESAT aujourd'hui sont clairement positionnés sur le marché concurrentiel et viennent mettre en avant
les compétences, les savoir-faire des travailleurs qu'elles accompagnent. Et encore une fois, la notion d'augmentation de compétences, Madame Pagot en a parlé abondamment, c'est très important. C'est vraiment ce que l'on met en avant aujourd'hui, en reconnaissant le principe d'éducabilité. Ce n'est pas parce que je suis une personne handicapée que je ne suis pas capable de progresser tout au long de ma vie professionnelle par le biais de la formation. Et ça, c'est formidablement intéressant. Et quand on regarde le résultat aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus grand-chose à envier aux entreprises, bien que les ESAT ne soient pas des entreprises, je le précise, parce que je ne voudrais pas que mes propos soient déformés, même pas d'entreprises normales, vraiment des structures qui offrent des prestations de services, encore une fois, et des productions propres. Je crois qu'on représente à peu près plus de 200 métiers aujourd'hui, avec 8 ou 10 activités différentes par ESAT. Je crois qu'aucune autre structure n'est en capacité d'avoir le même panel de propositions. Et en plus, on a un secteur labile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en permanence, les ESAT créent ou inventent ou font de nouvelles activités et voient d'autres activités qui disparaissent parce qu'encore une fois, on est sur des marchés concurrentiels. Donc, cette notion de réductrice, encore une fois, de dire le secteur protégé ne devrait pas exister puisque seul le milieu ordinaire devrait avoir place, aujourd'hui, ça disparaît. L'ouverture vers le milieu ordinaire, ça existe déjà. Une équipe d'espace vert qui part le matin, qui rentre le soir, elle passe sa journée au milieu ordinaire. Donc ça, c'est un débat qu'il faudrait, à mon avis, dépasser, et j'y reviendrai, notamment par rapport au fléchage des crédits qui vont tous vers le milieu ordinaire, alors qu'on le sait, on en a déjà parlé plusieurs fois, on a fait des sondages, notamment au niveau handicap. Je n'ai pas représenté handicap, mais je rappellerai simplement rapidement qu'on représente à peu près 95% des directeurs et cadres des ESAT, c'est à peu près 1100 adhérents, qu'on ait une force de proposition qui est aujourd'hui reconnue, et on est des interlocuteurs, des partenaires, je dirais, des pouvoirs publics. Alors, on va attendre de savoir si notre ministre reste en place, puisque, si j'ai bien compris, il faut qu'il soit réélu député pour que sa charge soit maintenue. Par contre, on a eu la bonne information, la bonne nouvelle de savoir que Mme Dequerle, avec laquelle on a fait la plupart toute la négociation sur ce plan de transformation, a été renommée donc, à l'insertion des personnes, enfin des publics les plus éloignés de l'emploi. Donc, je pense qu'il y aura une continuité quand même dans cette politique-là. Donc, dire aujourd'hui que ce plan de transformation va impulser une nouvelle dynamique, non. Ça, je crois que c'est un leurre. La dynamique, elle existait avant ce plan de transformation. Elle relégitimise, elle redonne un certain nombre de directions, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je ne vois pas une nouvelle dynamique. La nouvelle dynamique, on la vit tous les jours. Est-ce pour autant que tout est gagné, tout va bien? Non, malheureusement, l'avenir demeure malgré tout extrêmement incertain, malgré les promesses et les engagements, et je pense que les risques de désinstitutionnalisation, auxquels j'ai fait part tout à l'heure, demeurent. Au moins pour deux raisons principales. La première, et il y a eu un rapport au mois de juillet 2021, sur lequel on a abondamment parlé, qui est l'interprétation de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été votée, je rappelle, par la France en 2006 et ratifiée par le gouvernement en 2010, où on a une interprétation qui est faite à la fois par le Conseil des droits de l'homme et qui a été faite par notre ancienne ministre, Mme Cluzel, qui disait en gros, pour simplifier, qu'être inclusif, ça impliquait la fermeture d'établissements. Je crois que Mme Devandas Aguilar, qui était la personne qui est venue faire les enquêtes en 2017, avec un rapport en 2019, il y a un deuxième rapport qui est sorti en 2021, disait qu'il y avait encore 400 000 personnes qui étaient enfermées en France dans des établissements et que l'urgence, c'était de les fermer. Et notamment avec des flèches assez importantes à destination de ce qu'elle appelait les ateliers protégés. Bon, il faut qu'elle évolue un petit peu dans son vocabulaire. Aujourd'hui, on appelle ça des ESAT, en disant qu'il fallait les éradiquer. Je n'invente rien, c'est son vocabulaire à elle, de dire qu'il faut supprimer les ESAT. Alors ça correspond à une conception du handicap qui est plus basée sur la notion de non-discrimination. C'est-à-dire, en gros, on ne nomme plus le handicap. Il n'y a plus un handicap psy, un handicap mental, un handicap physique, etc., etc. En gros, le problème du handicap, c'est la non-adaptation de l'environnement aux personnes qui sont handicapées. Si on adapte l'environnement, il n'y a plus de handicap. Malheureusement, ça ne change pas. Ça change pas, le problème n'est pas réglé. On a vu les pays européens qui, pour leur secteur protégé, ont utilisé cette politique. Je pense à l'Angleterre, au Royaume-Uni, qui en 2011 et 2015 a supprimé ces ateliers protégés. Résultat, le chômage est remonté en flèche au niveau des personnes handicapées, et aujourd'hui, toutes les personnes qui étaient dans ces ateliers à l'époque sont aujourd'hui demandeuses d'emploi. Donc,
une première crainte demeure, c'est cette notion de désinstitutionnalisation, et on le verra. Nous, une crainte qu'on a, c'est que la plupart des crédits qui sont fléchés ou des sommes admises vont vers cette inclusion, vers le milieu ordinaire. Je rappellerai, on a fait un sondage en 2019 à la demande justement des inspecteurs de l'IGAS et de l'IGF. On a posé 2 questions au directeur des ESAT et on a eu à peu près 60% des places des ESAT qui ont répondu. 60% des ESAT ont répondu. Donc, on peut dire qu'il était extrêmement représentatif. La première question, c'est de dire combien, l'année dernière, en 2018, je vous pose la question en 2019, vous, directeur, avez sorti de personnes vers le milieu ordinaire. Réponse, 0,44%. 0,44%. Deuxième question, extrêmement simple. Combien de travailleurs ont le projet d'aller en milieu ordinaire? Réponse, 5%. Et IGAS disait, si cet objectif de 5%, vous arriviez à le tenir, c'est-à-dire que si les ISAT arrivaient effectivement à sortir 5% de leurs effectifs vers le milieu ordinaire, ce serait déjà formidable. Je rappellerai, encore une fois, parce que ça on l'oublie, parce que ce milieu ordinaire, cette inclusion à tout prix vers le milieu ordinaire devient obsédante, que les personnes qui sont aujourd'hui orientées en ESAT sont orientées, puisqu'on a expliqué, on a justifié qu'elles sont orientées en ESAT parce qu'elles n'ont pas leur place en milieu ordinaire. Donc, il faudrait que les directeurs d'ESAT soient des magiciens, puisqu'on leur dit, voilà, c'est des publics qui fait le handicap, n'ont pas la capacité de travailler en ordinaire, et vous, votre boulot, c'est de les mettre en milieu ordinaire. Non, ce n'est pas possible. Donc, il ne faut pas oublier que 95% des personnes qui sont en ESAT actuellement risquent ou vont passer leur carrière professionnelle en ESAT, ce qui n'est pas un drame en soi. Quand j'entendais tout à l'heure ce qui se passe en ESAT, je me dis que ça se passe pas mal. Deuxième crainte importante que l'on a actuellement, malheureusement celle-là, elle se précise, et on est étonné, nous, chez Handicap, que les grandes associations, les grandes fédérations ne réagissent pas plus, c'est la réforme de la tarification, c'est Séraphin-PH. Séraphin-PH, le choix a été fait par la mandature précédente d'un financement hybride. Je rappelle que Séraphin-PH, c'est la réforme de la tarification. Donc, comment on va financer l'établissement? Il y a eu un premier glissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Séraphin-PH, c'est plus comment on va financer. Juste pour attirer ton attention sur le fait qu'on est presque à 15h30, je voudrais qu'Agnès Gerbeau ait le temps de s'exprimer aussi. Du coup, ne me refais pas l'explication sur Séraphin, juste ta position sur le sujet, mais voilà, je vais demander d'aller à la conclusion, s'il te plaît. Bien sûr. Merci. Séraphin, pour faire simple, ça va être une diminution drastique de nos budgets. C'est inévitable puisque une partie des financements iront directement vers les personnes avec un droit de tirage. Ce qui a changé aujourd'hui, on appelle ça un droit personnalisé à la prestation. Une info quand même très importante, dernier GTM, donc important, de Séraphin. On nous avait dit qu'on aurait un socle, c'est-à-dire un financement minimal qui serait accordé à tous les établissements avec le maintien du plateau technique. Aujourd'hui, depuis le dernier GTM, toutes les prestations directes, c'est-à-dire toutes les personnes qui directement vont servir des prestations aux personnes, c'est retiré du socle. Ça devient dans les financements complémentaires. Ça serait intéressant que Mme Gerbeau, si elle a l'information, puisse nous éclairer sur le sujet, parce que ça fait extrêmement peur. C'est-à-dire que les plateaux techniques, c'est-à-dire que le groupe 2, le financement des postes de l'ensemble des personnes qui travaillent dans les ESAT, ne seront plus assurés dans le cadre des financements à venir dans Séraphin-PH. Je rappelle que Séraphin-PH, c'est le 1er janvier 2024. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps parce qu'il y aurait de quoi en faire des tonnes là-dessus. Alors, je dis qu'encore une fois, l'avenir n'est pas si rose que ça. Les craintes, les là. Aujourd'hui, on a 2 dossiers qu'il faut absolument que l'on ouvre. C'est le financement, mais les craintes qu'on peut avoir, c'est que tous les moyens dont on parle actuellement dans le cadre du plan de transformation des ESAT ne soient destinés à l'accès au milieu ordinaire, alors qu'on sait que ça concerne 5% des publics des ESAT et que 95% passent à côté de la plaque. En plus, je ne parlerai pas du fonds d'aide à la transformation des ESAT, considérablement sous-doté, puisqu'il y a uniquement 15 millions qui vont être accordés pour ce fonds-là. 15 millions, il y a une centaine de départements, ça représente 150 000 € de dotation par département, donc c'est notamment insuffisant, c'est du saupoudrage. Et la deuxième chose, je pense qu'on est d'accord là-dessus, se posera encore une fois le statut du travailleur des ESAT. Une grosse partie des mesures qui sont contenues dans le plan de transformation des ESAT concernent donc l'amélioration des droits des travailleurs. Et on va dans la bonne direction. Il faut qu'on ouvre la boîte de Pandore. Et Handicap y a déjà participé, et je crois qu'on va continuer dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on se pose la question si aujourd'hui, enfin, le travailleur des ESAT n'a pas le droit à un statut de salarié. On a déjà eu beaucoup d'avancées dans ce sens-là, notamment suite à l'affaire Phénol,
où il y a un arrêt de la Cour de justice européenne qui reconnaît le travailleur d'ESAT comme un travailleur au sens européen du terme. Pourquoi ce travailleur d'ESAT n'a que des petites briques du Code du travail? Encore cette fois-ci, on vient prendre des petits morceaux du Code du travail qu'on met dans le Code de l'action sociale et des familles pour essayer de rafistoler un statut. La question de se dire pourquoi aujourd'hui un travailleur d'ESAT, tout en restant dans le médico-social, j'insiste, tout en restant dans le secteur médico-social, n'aurait pas le droit à un statut de salarié protégé, certes, protégé, mais je crois qu'il faut absolument qu'on ouvre ce dossier-là avec l'État très rapidement pour qu'on puisse avancer dans le cadre des droits des travailleurs. Voilà, j'ai encore plein de choses à dire, mais je veux respecter le timing qui était très court quand même. Voilà, le tour d'un quart d'heure. Je te remercie pour cette observance, Didier, et merci surtout d'avoir partagé ce projet de web-série sur la transfo des ESAT, d'y apporter du débat. On sait, et ça me permet de remercier en même temps Agnès Gervaux, parce qu'on voit qu'il y a des points de désaccord entre les acteurs de terrain, militants et l'État. C'est normal, on ne peut pas être d'accord sur tout. Néanmoins, le parti pris de notre web-série, c'était d'exposer ce qui avance, ce qui doit encore avancer d'une autre manière et de permettre de faire un tour de l'espace des points de vue, disait l'ami Pierre Bourdieu. Ben voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, et je respecterai donc le protocole en laissant le dernier mot à Madame Gervaux. Merci beaucoup, merci à tous. Écoutez, voilà, tout ceci, ce sont des débats qui sont portés avec énergie au niveau adéquat. En ce qui me concerne et dans la période que nous connaissons, je me garderai bien de rentrer dans ces débats-là aujourd'hui. Je voudrais plutôt me projeter vers l'avenir et vous donner ma vision de ce que je retiens de ce webinaire. D'abord, et avant toute chose, des remerciements très appuyés aux différents intervenants et au CREA Grand Est pour avoir porté dans le cadre de leur collaboration la création de ce webinaire et pour leur investissement chaque vendredi permettant, je crois, une opération relativement inédite mais réussie avec de très nombreux participants et questions, échanges chaque vendredi et une qualité des interventions que je salue. Nous avons entendu au cours de ces 6 sessions différentes pratiques qui permettent toutes de se mettre au service du parcours des travailleurs en situation de handicap. Et c'est bien ça, finalement, au-delà des débats catégoriels, qui doit nous permettre aussi, dans le cadre de la vision d'avenir qu'on voudra tirer, de alimenter nos réflexions et de se dire de se demander ce qu'on met en avant concrètement dans les territoires, quel est le sens de notre action. Madame Pagot mettait en avant le sens et la motivation que cela peut emporter. Eh bien, je pense que c'est ça sur quoi on peut se retrouver sur le territoire. Donc, si on regarde vers l'avenir et en parlant des personnes, les pratiques, les idées, les initiatives que vous avez que vous avez partagées au fil de ce webinaire étaient toutes différentes, mais elles se rejoignent pour effectivement conforter le rôle des ESAT dans le paysage médico-social, mais pour témoigner que l'approche globale de la personne va passer aussi par cette évolution de l'offre des ESAT, en tout cas cette adaptation qui est déjà en cours et qui se continue. On n'est pas là pour inventer typiquement des solutions sur chaque situation, mais on essaye de visibiliser, étayer les initiatives locales que vous avez parfaitement illustrées au cours des différents webinaires, puisque c'est bien les professionnels qui sont au contact des travailleurs d'ESAT et les personnes handicapées elles-mêmes qui sont les plus à même de faire évoluer les lignes en fonction de la direction qu'on veut se donner. Alors, ce que je retiens particulièrement dans ces évolutions, c'est le fait, et peut-être pour quand même répondre un petit peu sur ce qu'évoquait M. Rambaud, moi, personnellement, je considère qu'on n'a pas à opposer les institutions et l'inclusion aujourd'hui. C'est peut-être un débat qui a eu cours il y a quelques années, mais aujourd'hui, on voit que les acteurs médico-sociaux et ce qu'on appelle les institutions sont aussi des facteurs d'inclusion, sont aussi dans la société, et c'est ça l'avenir qui est de ne pas opposer les deux milieux. Ce que je retiens particulièrement, ce sont les nombreux dispositifs
situés en amont de l'entrée en ESAT, qui permettent de travailler le projet professionnel de la personne, comme pour toute personne qui travaille dans notre pays, afin d'être certain que cette personne sera à une place qui lui convient en ESAT et qu'elle s'y épanouira. Je retiens aussi l'investissement majeur des professionnels, des travailleurs sociaux, des accompagnants et leur volonté de se mettre aujourd'hui au service de la personne. En tout cas, je pense que cette volonté existait depuis toujours, mais qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus visible, ce qui permet l'accompagnement sur tous les aspects de la vie. Quand vous accompagnez un travailleur d'ESAT, vous n'accompagnez pas que la phase travail, vous êtes vraiment sur la mobilité, le logement, les loisirs, une appréhension globale, et c'est ça qui fait toute la richesse de votre métier. Je retiens aussi cette notion d'articulation, de coopération renforcée entre les partenaires, la création de nouvelles collaborations depuis quelques années entre les différents milieux. C'est là que je trouve que la notion d'inclusion est finalement ce qui nous rassemble tous et qu'on ne peut pas opposer l'institution et l'inclusion. Aujourd'hui, on a eu effectivement des expressions, ces histoires de clubs d'entrepreneurs ou de regroupements ou d'accointances avec le milieu ordinaire montrent bien à quel point ces nouvelles coopérations sont porteuses de sens pour l'avenir. Je retiens aussi la mise en avant de l'autodétermination. J'ai effectivement particulièrement noté la notion des actes organisation capacitante, la valorisation des acquis de l'expérience, l'avenir après le travail. Donc on voit bien que l'autodétermination est au cœur de vos pratiques et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, bien sûr, l'accompagnement à la fin d'activité, à la retraite pour les travailleurs ESAT qui rejoignaient alors définitivement un milieu plus ordinaire, on va dire, et qui peuvent être déstabilisés de ce changement. Comme pour tout travailleur, le passage à l'âge de la retraite est un grand changement dans une vie. Voilà, c'est les éléments qui ont été apportés au cours du webinaire me semblent particulièrement intéressants de ce point de vue-là. Alors, merci à tous, bravo pour tout ce qui a été fait, pour tout ce qui reste à faire. Projetons-nous ensemble vers l'avenir. Alors, juste un mot pour dire, effectivement, en écho à ce que disait M. Rambaud, que le plan de transformation des ESAT a fait l'objet d'une circulaire récente qui la donne également en visibilité, une circulaire du 11 mai, et qu'effectivement, l'instruction qui va nous permettre au cours de l'été de sélectionner des projets pour mobiliser le fonds d'accompagnement de la transformation des ESAT. Alors effectivement, 15 millions, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà ça, et on va pas cracher dessus, et on va commencer et se tourner vers l'avenir. Donc voilà, on va travailler au niveau ARS sur la mise en musique de cette circulaire qui donne la première tranche de ce fonds et revenir vers les ESAT pour recueillir les projets qui nous permettront de conseiller une allocation de ressources sur ce fonds qui sera utile et qui permettra de conforter aussi l'offre des ESAT en diversifiant leurs activités, en les mettant à niveau. Lorsqu'on a, par exemple, ça fait écho avec ce qui a été dit tout à l'heure par M. Buat, des machines qui sont peut-être un peu obsolètes, et de pouvoir upgrader les niveaux, etc. Donc, tout ça va contribuer aussi à cette évolution que vous portez tous. Donc, de beaux projets, de belles perspectives nous attendent. Merci à tous et merci encore au CREAI pour avoir organisé ce webinaire. Merci à vous, Madame Gerbaud, pour ces mots de conclusion. Moi, des remerciements un peu plus ciblés à Valentin, que vous voyez devant le panneau CREAI, qui a été la cheville ouvrière de l'organisation de ce webinaire. Bravo à lui, c'était beaucoup de monde à coordonner, il l'a fait brillamment. Bravo et merci. Dans vos boîtes mail, il y a d'ores et déjà un questionnaire de satisfaction qu'on aimerait bien que vous nous remplissiez pour nous mettre nous-mêmes sur la pente de l'amélioration continue que travaillent si bien les ESAT et qui pourrait nous inspirer. Et puis, on espère évidemment, mais j'en doute pas, que ça aura permis de contribuer à valoriser l'utilité sociale réelle des établissements et services d'aide par le travail. Merci à tous et à la prochaine. Merci à tous. Merci.